Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Il y a un petit truc pour lequel j'en veux à la science-fiction. Alors oui, vous allez m'entendre reprocher un truc à la SF, vraiment c'est très rare, ça va pas arriver souvent dans ce podcast. Je lui en veux de quoi ? Je lui en veux d'avoir implanté dans nos imaginaires le lien indissociable entre apocalypse et violence, entre survie et sauvagerie. Ces imaginaires, vous les connaissez très bien puisque la science-fiction en est café et vous avez sûrement plein d'exemples en tête, Mad Max, The Walking Dead, The Last of Us, La Parabole du Semeur, La Route, etc. Peut-être que vous l'aurez remarqué, j'ai cité beaucoup d'œuvres de post-apo, mais pas besoin d'être dans le post-apo pour que la SF dépeigne ce portrait ultra violent de l'être humain, CF la dystopie. Mais dans la dystopie, par exemple, la violence est plus institutionnalisée, elle est exacerbée par des structures économiques ou politiques, ou par des technologies d'un transhumanisme débridé, par exemple, alors que dans le post-apo, là où il y a justement souvent absence ou effondrement des institutions, la violence y est souvent représentée comme étant la nature brute de l'être humain. Pour revenir à Fondation, alors oui, cet épisode fait suite à celui sur Fondation et la collapsologie, et je vous encourage à aller l'écouter avant d'entamer celui-ci, comme ça vous saurez mieux d'où on part. Pour revenir à Fondation, Hari Seldon, notre psychohistorien préféré, prédit justement une ère de chaos après l'effondrement de l'Empire. Mais cette idée que le chaos advient forcément dès qu'il n'y a plus d'ordre, dès que tout s'effondre, elle n'est pas neuve du tout. C'est même, comme je disais, l'imaginaire dominant dans la science-fiction. Mais ma question est la suivante. Et si pour une fois, la science-fiction s'était trompée ? Est-ce que quand les crises ou les catastrophes surviennent, l'humanité sombre vraiment dans la violence et le chaos ? On va essayer de répondre à tout ça dans cet épisode. Alors, vous verrez très vite, c'est pas l'épisode le plus SF du podcast, et pourtant j'estime que revenir sur ces mythes implique de porter un nouveau regard sur les œuvres de science-fiction et sur celles qui suivront. Bon, vous le savez, les imaginaires de fin du monde et de catastrophes sont prédominants dans la science-fiction, c'était tout le propos de mon épisode sur la SF pessimiste et misanthrope. Les dystopies, le cyberpunk, le post-apo, tout ça, ça répond entre autres à un besoin de dramatisation. Dans la plupart des œuvres qui mettent en scène l'effondrement des sociétés ou du vivant, souvent des récits post-apo donc, l'humanité retombe dans la violence, soumise à une seule loi, celle du plus fort. Dès 1926, dans l'un des tout premiers récits post-apo, c'était déjà le cas. Je parle du Dernier Homme, écrit par Mary Shelley. Ici, elle dépeint un futur où une pandémie semblable à la peste prolifère à cause de conflits et de guerres. Ici, Mary Shelley décrit de manière assez noire le caractère autodestructeur de l'humain et qui se révèle au fur et à mesure que les structures s'effondrent. Au-delà de la fiction, ce lien entre chaos et effondrement, c'est quelque chose qui a depuis été vraiment internalisé en nous, mais on y reviendra. Cette violence supposée chez l'humain, c'est exactement ce qui est dépeint dans Fondation, et ce, de plusieurs manières. Après la chute de l'Empire, la chute de toute structure politique et sociale, Hari Seldon prédit, je cite, « une période de ténèbres ou une période d'anarchie ». Ici, il parle d'anarchie. C'est intéressant parce qu'on retrouve ici l'idée erronée que l'anarchie est synonyme de chaos, que sans ordre social ou étatique, l'humain retombe dans son état naturellement chaotique. Alors je ne suis pas spécialiste en sciences politiques, mais je tiens à rappeler tout de même que l'anarchisme ne vise pas l'abolition des règles, mais le rejet des règles imposées par des structures de pouvoir. Ça passe entre autres par l'abolition de l'État et toute forme de domination au profit de l'autogestion et de la coopération. Malheureusement, le terme a été détourné pour faire référence au désordre, au chaos et à la violence. Du moins, dans cette traduction française de Fondation, le mot est utilisé de manière clairement péjorative. À voir dans la version originale, je sais pas. Mais avant d'arriver à ce chaos, avant même l'effondrement de l'Empire, Asimov met en scène d'autres réactions humaines, pas forcément physiques, mais qui peuvent être, à mon sens, plus ou moins moralement violentes. Avant l'effondrement,
Asimov nous dépeint dans Fondation un profil de l'humain profondément égoïste et individualiste. D'abord, en montrant que les dirigeants de l'Empire, ceux qui ont encore le pouvoir d'agir, refusent tout simplement de se projeter dans le futur. Pour ces dirigeants, l'avenir ne les concerne pas, tout simplement parce qu'ils n'en seront pas les témoins. L'un des exemples les plus frappants, dans le tome 1, c'est avec le personnage de Lin Chen, je suppose que ça se dit comme ça, qui est le chef de la commission de la sécurité publique. Au tout début du roman, avant donc la chute de l'Empire, il dit une phrase qui reflète assez bien les mentalités d'aujourd'hui, je cite. « Pas un seul du quintillion d'êtres humains qui vivent aujourd'hui parmi les systèmes de la galaxie n'existera encore dans 100 ans. Pourquoi nous occuper alors de ce qui se passera dans 5 siècles d'ici ?» Ce genre de phrase, on l'a déjà entendu, non ? C'est la fameuse question « Quel est l'intérêt d'agir maintenant pour un futur que je ne verrai probablement jamais ?» C'est le problème de nos descendants, ils se démerdent. Bref, je pense que vous pouvez faire vous-même les parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas mentionné les postures de déni ou de minimisation des avertissements de Hari Seldon, on en a un tout petit peu parlé dans le premier épisode, mais vous devinez bien que la majorité dans le livre ne prête aucun crédit aux paroles de Seldon. Ici, c'est différent. C'est pas juste du déni ou de l'ignorance, clairement pas. C'est un détachement, un abandon conscient de toute responsabilité collective. Et à mon sens, c'est d'autant plus violent parce que c'est être ok avec le fait que notre inaction va causer plus de morts sur le long terme. Je pense que j'ai pas besoin d'invoquer un pont dimensionnel entre fiction et réalité, vous avez sûrement fait les parallèles de votre côté, mais il faut avouer que Asimov, sur ce côté-là, était aussi plutôt visionnaire. Cette représentation égoïste de l'humain, Asimov ne la limite pas qu'aux élites, il l'étend aussi au peuple et aux civils. Il montre que dans le chaos naissant, c'est pas la solidarité qui domine, mais l'individualisme, la précipitation et le chacun pour soi. Quand Hari Seldon se défend au tribunal, il dit ça, je cite. « L'échec de mon projet qui se proposait d'atténuer les effets du désastre convaincra les gens que l'avenir n'a rien à leur apporter. Ils songent déjà avec envie à la vie que menaient leurs grands-parents. Ils vont estimer que seul compte ce dont chacun peut profiter dans l'instant présent. Les ambitieux ne voudront plus attendre et pas davantage les gens sans scrupules. Et cela suffira à précipiter la décadence. » Cet extrait est méga intéressant parce qu'il représente un profil de personne que vous connaissez peut-être bien, un profil dont parlent les auteurs du livre Comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, CF le premier épisode. Ce type de personnes, ils les appellent les aquabonistes. De l'expression « à quoi bon ?» À quoi bon se tuer à la tâche puisque tout est foutu, donc autant profiter de ce qui nous reste avant que tout s'effondre. Je pense notamment aux personnes qui veulent faire le tour du monde en avion avant qu'il n'y en ait plus, ou que ça soit interdit, ou qu'il y ait des quotas carbone. En effet, ces réactions, elles existent bel et bien, et difficile de dire que ce n'est pas individualiste. Comme le dit bien Asimov dans l'extrait, cet individualisme, il est exacerbé par un sentiment d'injustice, par le fait que nos parents et nos grands-parents ont eu des privilèges, ont vécu dans l'opulence et dans la croissance toute leur vie, et pourtant, ce ne sont même pas eux qui feront le plus d'efforts pour gérer la crise et l'effondrement. Enfin, on peut mentionner un autre type de réaction pré-crise dont on a vite fait parler dans le premier épisode, un type de réaction qu'on associe aux survivalistes ou aux preppers qui non seulement se préparent à survivre en pleine nature, mais se préparent surtout à se défendre et à utiliser des armes. La pensée survivaliste est vraiment empreinte de l'imaginaire fictif post-apocalyptique, style zombie, et repose principalement sur l'idée qu'il faut se protéger des autres. Et là, on n'est plus dans la fiction, on est d'accord. Si on met autant l'accent sur les armes et la défense, c'est bien qu'on part du principe que l'autre est une menace par nature, que par nature, il va être égoïste, violent et prêt à tout pour sa survie. C'est un réflexe qui, je pense, est conditionné par des récits de fiction, mais qui a des conséquences bien réelles, parce qu'il façonne nos attentes et nos réactions. Mais on y reviendra. Bref, en tout cas, vous avez toutes et tous en tête le fameux trope de la famille qui fuit la catastrophe en voiture et qui refuse de prendre d'autres familles en stop sur le chemin parce que sait-on jamais. Et je pense notamment à la scène d'ouverture dans The Last of Us, mais évidemment, il y a plein d'exemples. Le but, c'est pas de faire un listing d'exemples dans la science-fiction, je pense que vous voyez ce que je veux dire.
Bref, pour revenir à Fondation, le constat est clair. Même avant la chute de l'Empire, Asimov dénonce la posture de déni et l'inaction des dirigeants qui, par là même, sont des formes de violence, puisqu'en ne faisant rien, ils augmenteraient le nombre de victimes de cet effondrement. Et enfin, si l'Empire s'effondre effectivement, c'est tous les vices de l'humanité qui seront déchaînés. Sans structure sociale, ce sera un chaos sans nom. Évidemment, il y a quelques personnes bien intentionnées quand même, dont Hari Seldon et son équipe de psychohistoriens, mais ça aussi on y reviendra. Globalement, la description qui est faite de l'humanité dans Fondation, elle est pas vraiment jojo quoi. Mais revenons à l'origine de cette croyance. D'où ça vient, cette certitude que l'homme est un loup pour l'homme ? Alors attention, on va aborder des questions très complexes, donc ne vous étonnez pas si ça vous paraît extrêmement résumé, hein. C'est le but, sinon l'épisode durerait 1 heure, mais je vous mets évidemment en description toutes les sources nécessaires pour aller plus loin. La fameuse idée que l'homme est un loup pour l'homme, elle sort pas de nulle part. Elle est héritée de toute une tradition philosophique de penseurs comme Hobbes, Machiavel et d'autres après eux, pour qui l'humain serait naturellement guidé par ses intérêts, par la peur et par la méfiance. Selon la pensée hobbesienne, l'état de nature de l'être humain, c'est la guerre de tous contre tous. Pourquoi la guerre ? Parce que on voudrait tous et tous les mêmes choses et que les obtenir exige d'entrer en compétition. Et toujours selon cette pensée, les meilleurs moyens de contenir cette nature violente, c'est de se mettre d'accord sur une autorité, donc un état, des lois et des règles. Mais si les structures sociales s'effondrent, si l'état et les règles disparaissent, on retomberait dans ce chaos. Mais cette pensée qui date du XVIIe siècle, elle repose aussi sur plein d'autres réflexions avant elle. Elle hérite notamment d'une lecture très biaisée de l'histoire humaine et plus largement de certains imaginaires de l'époque coloniale. Les premiers explorateurs et colonisateurs ont souvent décrit les peuples autochtones comme sauvages, violents, barbares, justement parce qu'ils n'avaient pas d'État, ni d'armée, ni de propriété privée comme on l'entendait au sens occidental. Et cette barbarie, entre guillemets, supposément innée chez les autochtones, était aux yeux des colonisateurs la preuve que, sans ordre ou état, l'humain est violent ou soumis à des instincts primaires. Bref, ça les menait à des conclusions horribles qui me tordent l'estomac rien que d'en parler. Et pour les colonisateurs, c'était une conclusion vachement cool parce que ça leur donnait en partie une bonne raison d'envahir les peuples autochtones. Pour eux, ils faisaient le bien parce qu'ils les civilisaient, ils les évangélisaient, ils leur inculquaient les bonnes valeurs, bref, ils les éloignaient de cette nature violente et sauvage. D'ailleurs, le mot barbarie est très souvent utilisé dans Fondation. Si je l'ai utilisé, c'est pas pour rien. Dans le livre, on parle de royaume barbare, d'ère de barbarie. Par exemple, à un moment, il y a écrit, je cite, « La psychohistoire qui peut prédire la chute de l'Empire peut également prévoir ce que seront les âges de barbarie qui suivront. » Et c'est pas anodin d'employer ce terme-là. Étymologiquement, à la racine même du mot barbare, il y a un sens xénophobe. Ça vient de l'ancien grec barbaros, qui veut dire étranger par rapport aux Grecs ou aux Romains. En gros, barbare, ça désignait tous les peuples qui n'étaient pas gréco-romains, et ensuite ça a été repris pour désigner entre autres toutes les civilisations qui étaient non européennes. C'est comme ça que le terme barbarie, tout comme anarchie d'ailleurs, sont devenus des raccourcis pour dire danger, désordre, violence. Au fond, ce qu'on désigne souvent dans l'utilisation de ces termes-là, c'est une peur de l'humain lui-même. Bref, ce discours issu de l'anthropologie coloniale a fini par s'ancrer réellement dans les imaginaires occidentaux, et surtout, il a aussi fini par teinter notre manière de regarder nos propres ancêtres, notamment les premières sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs. Bah oui, parce que comme ils n'avaient pas d'État, pas de loi écrite, on en a déduit qu'ils devaient être naturellement violents. C'est un imaginaire du moins qu'on a toutes et tous intégré à un moment donné dans notre esprit, j'imagine. Sauf que là encore, cette idée, elle repose sur des bases très fragiles. Les recherches en anthropologie et en archéologie montrent une réalité beaucoup plus nuancée. De 1, les formes de violence dans l'humanité seraient en fait très diverses. Chez certains peuples, les conflits ou les guerres n'impliquent pas forcément d'utiliser des armes, de tuer, de piller ou de conquérir des territoires. Par exemple, dans les populations d'Amérique du Nord et notamment au sein des sociétés inuites, il existe des duels de chants. Lors de conflits, les adversaires évitaient tout combat physique. Mais il existe aussi des résolutions de conflits qui passent par des rituels, des danses, des méditations collectives, des compétitions sportives. Bref, le conflit n'est pas toujours physique et violent.
Les formes de violence varieraient selon des contextes culturels et sociaux, mais aussi historiques. C'est le cas du peuple des San en Afrique australe qui, avant l'invasion de leurs terres par les colons, reposait sur la paix, le partage et la coopération. Oui, il y avait des formes de violence, mais c'était extrêmement rare. Par exemple, les homicides étaient vraiment très très rares. Et dans tous les cas, ils avaient plein de moyens pour désamorcer les tensions. Les commérages, les rituels et même des sanctions décidées ensemble, collectivement. Et ils n'avaient pas besoin d'un roi, d'un état ou d'une police pour gérer tout ça. Et visiblement, ils n'avaient pas non plus recours à des exécutions, des tortures et des combats à mort. Et des exemples comme ça, on en a plein. Donc en fait, la pensée de Hobbes, elle s'appuierait aussi sur une vision ethnocentrée de l'homme. Elle prend pour norme un certain type de société européenne, plus ou moins post-médiévale, et l'applique à toute l'humanité. De deux, les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient, selon les données qu'on a, souvent très égalitaires, avec peu de conflits et surtout sans guerre organisée à grande échelle. C'est justement avec l'apparition de la sédentarisation, le fait de s'installer quelque part, l'apparition de l'agriculture et le stockage des ressources, donc de la propriété et des hiérarchies, que les premières formes de violence organisée sont apparues. Donc, un contre-argument qu'on peut donner à Hobbes, c'est que les structures sociales ne garantissent pas toujours la répression de cette violence. Bien au contraire. Parfois, ce sont ces structures mêmes qui exacerbent la violence entre humains, mais la violence aussi entre humains et non-humains. Aka les empires coloniaux, aka lisez de la dystopie, ou juste regardez dehors. Justement, la violence n'est pas contenue, mais concentrée chez les personnes qui détiennent le pouvoir, celles qui ont le plus de biens et de territoires, et du coup, celles qui peuvent créer des conflits à plus grande échelle. Et ça, la science-fiction post-apo le montre très bien, souvent avec des micro-sociétés qui se reforment après la chute. Dans The Walking Dead, par exemple, les premières saisons montrent surtout des gens en fuite, méfiants, violents par moments, mais encore capables de coopération ou de solidarité. Et c'est quand les structures émergent à nouveau, des clans, des communautés, des chefs, que la violence a tendance à exploser. Les conflits entre groupes deviennent plus fréquents, plus brutaux, et surtout, les morts viennent de moins en moins des zombies, mais des humains eux-mêmes. Oh là là, et oui, je dis les termes, les amis. Enfin après, il faut se mettre d'accord sur si les zombies sont des humains ou pas, mais là, c'est clairement pas le sujet. Bon, certaines personnes me diront que dans The Walking Dead, il y a aussi des communautés qui fonctionnent, des collaborations qui marchent sur le long terme. Alors oui, mais la violence, si on réfléchit bien, elle disparaît jamais vraiment dans la série. Surtout, elle prend une toute autre forme bien plus organisée et institutionnalisée, notamment à la fin de la série, pour celles et ceux qui ont fini la série. Oui, je sais, je m'adresse pas à beaucoup de personnes du coup. Bon après, soyons honnêtes, il n'y aurait pas eu 11 fucking saisons et 4-5 séries dérivées si les humains avaient été coopératifs ou si leur système avait marché. On en revient aux besoins de drama et de divertissement. The Walking Dead, comme plein d'œuvres, avait tout intérêt à perpétuer le mythe de la violence. Bref, donc quand on dit que l'être humain est naturellement violent, on part en fait depuis un certain point de vue historique, ethnocentré et idéologique. C'est un récit, un mythe qui a été construit. Tout ça c'est bien beau, mais est-ce que on en a vraiment la preuve de tout ça ? Est-ce que si les sociétés s'effondrent, l'humain redevient immanquablement territorial, individualiste, compétitif et cannibale ? Alors, on n'est pas dans Fondation et on n'a pas la psychohistoire dans nos calculettes, donc difficile de prédire comment réagiraient les humains face à un effondrement global, mais les données qu'on a en sociologie ou en psychologie des crises montrent que ça serait tout l'inverse. L'humain est bien plus altruiste et solidaire qu'on ne le pense. Et ça fait plaisir à entendre. Pour cette dernière partie, je préfère vous prévenir, je vais mentionner certains événements comme les attentats du 11 septembre et du Bataclan. Donc si ce sont des sujets sensibles pour vous, je vous invite à aller vers la fin, il y a le timecode en description. Alors pour résumer un peu tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, entre les récits de violence, de chaos et de crise, je vais vous parler d'une étude de 2013 qui identifie 3 mythes de désastre, ils appellent ça. Donc des idées reçues persistantes dans nos imaginaires et souvent renforcées par la fiction, mais qui sont totalement infondées quand on regarde les faits. On a le premier, le mythe de la panique de masse, l'idée que les foules paniquent irrationnellement, deviennent incontrôlables et agissent
dangereusement sous l'effet d'une sorte de contagion émotionnelle. Le mythe du désordre civil, donc la croyance que les catastrophes provoquent le chaos, les pillages, la violence, comme si elles révélaient un peu le côté obscur de l'humanité. Et le mythe de l'impuissance. L'idée que les survivants et survivantes seraient trop choqués, trop traumatisés pour agir et attendraient passivement d'être secourus. Et celui-là, je trouve qu'il résonne particulièrement dans Fondation, mais d'une manière assez subtile, parce que souvenez-vous, le plan Seldon, censé sauver la civilisation après l'effondrement de l'Empire, est tenu secret. Il est géré par une petite élite, les psychohistoriens, ce qui laisse à penser qu'on peut pas faire confiance à l'humanité pour gérer sa propre crise. Pour moi, ça reflète un peu le mythe de l'impuissance. L'idée qu'en situation de chaos, les gens sont trop désordonnés pour participer activement à leur propre salut, qu'il faut donc une élite éclairée pour les guider sans leur dire. C'est jamais dit aussi frontalement dans le texte, mais ça laisse planer l'idée que le reste de l'humanité face aux crises serait impuissant. En tout cas, à mon sens, c'est un peu le cas. Bref, d'ailleurs, je serais vraiment curieuse de savoir à quel point vous, auditeurs et auditrices, vous croyez à ces mythes. En fait, c'est ce qu'ont cherché à étudier les auteurs. L'étude a révélé que le grand public était plus enclin à croire à la panique de masse ou au désordre civil, alors que les spécialistes comme les policiers, les pompiers ou les professionnels de la sécurité civile étaient plus nuancés. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont rejeté les mythes. Donc vraiment, ça confirme que la fiction a vraiment fini par internaliser ces mythes en nous. Par contre, le mythe le plus rejeté, c'était celui sur l'impuissance, c'est intéressant. En gros, tous les groupes dans l'étude pensaient que les survivants ne sont pas nécessairement passifs ou incapables. Donc c'est plutôt positif, ça voudrait dire qu'on a quand même foi en la capacité de l'être humain à être proactif dans la crise. Et je serais vraiment curieuse de savoir si vous vous reconnaissez, vous, dans ces résultats. J'ai mis le lien de l'étude en description, évidemment, si jamais ça vous intéresse. Mais dans cette étude, on parle de perception et de croyance. Mais qu'en est-il des comportements réels en cas de crise ? Il n'y a pas énormément d'études là-dessus, vous imaginez bien que c'est compliqué d'étudier ce sujet. C'est surtout des observations et des constatations qu'on a a posteriori via des témoignages. Et justement, il existe une étude qui repose sur le témoignage de 32 survivants et survivantes du Bataclan qui ont été interrogés dans le cadre de l'étude. L'équipe de chercheurs a analysé plus de 420 épisodes de comportements sociaux rapportés par ces personnes et ces comportements, ils ont été classés. Ils ont été classés en comportements de support, donc de l'entraide, de la protection, du partage d'informations, etc. et en comportements de non-support avec des bousculades, de la négligence, des menaces, etc. Les chercheurs, ils ont aussi exploré les motivations psychologique derrière ces comportements, que ce soit l'altruisme, la coopération ou l'individualisme. Quels sont les résultats ? Premièrement, les comportements de soutien sont majoritaires. Il y a même eu certains groupes qui se sont organisés démocratiquement via des votes et des prises de décision collectives. Deuxièmement, la violence ou l'indifférence existe, mais reste minoritaire et ça a souvent été sous la pression du danger immédiat. Troisième point, dans cette continuité, le contexte physique influence beaucoup le type de comportement. C'est-à-dire que l'entraide a été plus fréquente quand les personnes n'étaient pas directement sous le feu du danger ou ne pouvaient pas s'échapper. Et plus les personnes sont en proximité, plus elles se sentent proches émotionnellement et plus elles ont tendance à agir de manière solidaire. Ce qui peut être souvent le cas quand les personnes doivent se cacher au même endroit ou sont prises en otage. Enfin, les chercheurs, ils ont identifié différentes motivations derrière l'entraide, comme je disais. Ils ont estimé que la grande majorité des comportements de support étaient motivés par l'altruisme, donc des comportements d'aide au détriment de soi, et par la coopération, qui est donc caractérisée par un bénéfice mutuel. Seulement 8 des comportements d'entraide avaient des motifs individualistes. Donc cette étude, elle va dans le sens d'observations qu'on a déjà faites notamment lors des attentats du 11 septembre et elle déconstruit les stéréotypes de panique et d'égoïsme en situation de crise. Elle montre que les humains, même sous extrême pression, peuvent manifester beaucoup plus d'empathie et de solidarité qu'on ne le pense, que les comportements altruistes et coopératifs sont fréquents. Et notamment, l'étude montre que ces comportements sont accrus quand il y a impossibilité de fuir, un sentiment de sécurité minimale et important, la perception d'un destin commun.
Et oui, le fait de vivre avec les autres le même danger, ou plus généralement la même expérience, peut créer une perception de destin partagé, un sentiment d'appartenance au groupe. Tout ça, ça repose sur ce qu'on appelle en psychologie une identité sociale partagée. Et c'est merveilleux parce que ça me permet de faire un lien avec ce que dit Hari Seldon à un moment dans Fondation, où il fait lui-même acte d'identification sociale à l'humanité tout entière. Quand le gars de l'autre citation disait « Oui, mais on sera plus vivant d'ici là, c'est pas notre problème, on s'en fout », Hari Seldon dit, je cite, « Je serai sans doute mort dans 5 ans et pourtant ce problème, donc la période post-effondrement, me hante. Appelez cela de l'idéalisme, dites si vous voulez que je m'identifie à ce concept mystique que l'on désigne sous le nom d'humanité. » Là, Asimov fait référence à une identité sociale très élargie, quasi abstraite, qui est l'identification à l'humanité. C'est d'ailleurs loin d'être mystique, car c'est un concept étudié en psychologie sociale, il a notamment été développé par le psychologue Sam McFarland, et ce concept il mesure à quel point une personne se sent appartenir à l'humanité entière, plutôt qu'à un groupe restreint comme une nation, une culture ou la famille. On sait que les personnes avec une forte identification à l'humanité se soucient du bien commun global plutôt que de leur intérêt personnel ou national immédiat et ont tendance à être plus altruistes ou engagées dans des causes collectives, et elles ont aussi tendance à avoir une vision long-termiste. C'est-à-dire qu'elles pensent plus facilement aux générations futures plutôt qu'à leur seul intérêt immédiat. Et donc, peut-être que la question, c'est pas tant de savoir si l'humanité est capable de solidarité ou non, mais comment on choisit de la percevoir. Cette perception, elle dépend forcément de notre personnalité, mais aussi d'un contexte, de normes et de valeurs qui modèlent notre environnement et de plein d'autres paramètres. Un exemple frappant dans les récits post-apo, c'est qu'au tout début de la catastrophe, l'entraide est large, il y a peu de délimitation entre les groupes et donc il est plus facile de s'identifier à l'humanité dans sa globalité. L'humanité tout entière est touchée par la catastrophe, on est toutes et tous dans le même bateau, faut s'entraider quoi. Puis, au fur et à mesure que les clans se forment, l'identification se réduit à des groupes délimités. Et là, on passe de nous contre eux. Il n'y a plus une identification à l'humanité globale, mais à des groupes plus restreints qui sont en compétition. Et si en fait le problème de la violence ne venait pas de l'humanité elle-même, mais de notre incapacité à nous identifier globalement? On serait pas violent par nature, on deviendrait violent parce qu'on ne nous a jamais appris à penser l'humanité comme un nous. Parce qu'on vit dans des systèmes individualistes qui valorisent la méfiance, la compétition, la peur de l'autre et le court-termisme. Encore une fois, ça dépendrait surtout d'un contexte socio-culturel. Et l'identification à l'humanité, c'est un bon début, mais c'est encore une vision centrée sur nous, les humains. Si on s'interroge sur notre violence supposément innée entre humains, il faudrait aussi s'interroger sur nos rapports de domination et de violence envers le vivant et les écosystèmes. Mais ça, je le garde pour un autre épisode. Alors qu'est-ce qu'on retient ? Je vais tout simplement citer une partie du livre « Comment tout peut s'effondrer » parce qu'ils le disent très bien. Je cite. « L'entraide et l'altruisme d'un côté, la compétition et l'agression de l'autre sont les deux faces de la même pièce, la nature humaine. Leur proportion relative chez un individu ou une société dépend d'une infinité de facteurs. Aujourd'hui, les sciences du comportement découvrent que la coopération au sein de groupes humains peut très rapidement virer à la compétition, mais que l'inverse est également vrai. Par ailleurs, de nombreuses études contredisent le mythe fondateur de notre société libérale qui consiste à croire que l'état de nature sauvage est celui de la loi du plus fort et de la guerre de tous contre tous. Fin de la citation. Donc tout est dit, l'inclinaison à la violence c'est pas une question d'essence ou de nature, mais comme presque toujours une question de contexte. Dans Fondation, Asimov laisse à penser que l'humanité tout entière réagirait uniformément à l'effondrement de l'Empire, qu'il n'y aurait qu'une seule réaction, celle du chaos. Mais en fait, si l'effondrement de nos sociétés survient, les humains ne vont pas réagir pareil selon leur personnalité, leur zone géographique, le statut social, les moyens à disposition, leur système de valeurs et le système idéologique, etc. Mais concrètement, à quoi ça sert de s'interroger là-dessus ? Par exemple, ces mythes de violence influenceraient directement les stratégies de gestion de crise. Dans la première étude dont je vous ai parlé, les personnes qui croient au mythe de la panique sont plus favorables à une gestion autoritaire des crises, avec un contrôle strict, une restriction de l'information et un pouvoir réservé aux experts et aux décisionnaires. Au contraire, les personnes qui croient à la résilience collective sont plus ouvertes à une approche démocratique, par la transparence, l'autonomie et la participation des civils.
Donc, ces croyances, elles sont pas anodines, elles peuvent influencer les politiques publiques. Et dans un monde actuel où il y a des crises multiples, climatiques, sociales, politiques, économiques, croire que l'effondrement mènera au chaos, ça oriente forcément les décisions. Pour caricaturer, l'argent partira plus dans des bunkers pour riches plutôt que dans des réseaux d'entraide, réseaux qui sont bien plus résilients. Et la science-fiction dans tout ça, elle est passée où? Parce que c'est bien beau, mais on est sur un podcast de science-fiction là. Alors, je pense que justement notre chère petite science-fiction, après avoir nourri ces mythes de la violence, pourrait maintenant déconstruire tout ce qu'elle a construit. Ça serait l'occasion pour la SF de racheter cet or. On sait que le retour à la civilisation, pour ce que ça veut dire, n'est pas une promesse de paix. On sait qu'on n'a pas besoin d'un pouvoir centralisé pour éviter le chaos. Donc maintenant, il faudrait peut-être interroger quel type de structure on met en place, comment répartir le pouvoir et les ressources. Pour ça, on peut notamment placer nos espoirs dans le solarpunk pour déconstruire ces mythes. Solarpunk qui est un des mouvements très actuels de la science-fiction, très optimiste, et il faut que je fasse un épisode dessus d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que la meilleure perspective de survie, peut-être dans le post-apo, c'est justement d'éviter à tout prix de reconstruire les anciennes structures sociales. Comme il est dit dans le livre, des futurs où on a fait le deuil de notre civilisation industrielle afin de favoriser des nouveaux petits systèmes low-tech. Je vous renvoie encore à mon premier épisode. J'aimerais terminer sur un truc. Surtout, je pense qu'il faut avoir conscience que ces récits de peur de l'autre, peur du chaos, omniprésents dans la science-fiction, peuvent être instrumentalisés pour notamment justifier le statu quo et faire croire qu'il n'y a pas d'alternative aux structures et aux pouvoirs déjà en place. C'est pas pour rien si certains cherchent à décrédibiliser les collapsologues, à les réduire à des catastrophistes et à minimiser leur discours. À cause de ça, je pense qu'on détourne les yeux, on détourne le débat d'enjeux qui comptent vraiment et surtout, on prépare pas nos sociétés aux crises à venir. C'est peut-être ça le plus violent finalement. Donc la SF, comme tout récit, peut être instrumentalisée à de mauvaises fins, tout dépend de comment elle est racontée, comment elle est réutilisée, par qui et dans quel but. Mais ça, je suis sûre que vous le saviez déjà parce qu'on est des personnes très curieuses et des gros cerveaux sur ce podcast. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à laisser des notes, à me laisser des commentaires. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode.